Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour et bienvenue à l'épisode 122 d'un board game presque parfait. Aujourd'hui, ou plutôt ce matin pour moi, on essaye pour vous le jeu Coffee Roaster, un jeu de 2015 de l'auteur Sahashi et édité en Amérique par Stronghold Games. En tout cas, la copie que j'ai moi a été éditée par Stronghold Games. Et pour essayer avec moi cela aujourd'hui, j'ai avec moi... effectivement, ça va être un épisode solo pour moi aujourd'hui. Vous le savez, beaucoup des membres de notre équipe sont des professeurs. Nous sommes présentement en rentrée scolaire. Et vous avez vu nos dernières vidéos et nos derniers podcasts. Les gars, ils se sont donnés vraiment beaucoup pour... Gen Con, fait qu'ils ont pris une très justifiée pause. Fait que je suis allé prendre une page du livre de Nicodon, un invité qu'on a eu récemment qui fait des podcasts solo. Fait que je me suis dit que j'ai une petite facilité ces temps-ci de vous enregistrer par moi-même des éléments. Fait que j'allais vous faire un petit quelque chose, puis ça allait me permettre de vous parler de ma nouvelle approche pour le podcast. Alors, comme ça a été annoncé sur le Discord, et maintenant plusieurs le savent, eh bien, j'ai le plaisir, le bonheur, la chance et le privilège d'être nouveau papa. Donc, ça fait en sorte qu'en ce moment, je suis en congé de paternité. J'ai donc quand même, je suis chanceux, j'ai quand même pas mal de temps, mais très incongru, très exigu comme plage de temps. Je peux avoir souvent des 5 minutes, ou des fois de 2h à 3h du matin, j'ai du temps. Alors donc, ce matin, je me suis dit, je vais vous enregistrer un petit quelque chose. Et justement, avec moi, ce matin, pour enregistrer, j'ai ma petite fille avec moi, Éléonore. Donc, si vous entendez des petits grognements en arrière-fond, c'est elle qui se réveille ou se recouche très lentement. Alors, je vais commencer... vous en douterez, le plus court épisode cette semaine. Tout d'abord, effectivement, donc vous parlant un peu comment ça va modifier pour moi le podcast. Ce qui va se passer, c'est que on va garder la même formule, bien évidemment, mais c'est juste que vu que pour moi, ça va être un petit peu plus difficile de me joindre aux gars pour essayer les jeux de la semaine, quand on va parler d'un jeu, souvent, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'y avoir joué de manière solo, pour que, justement, je puisse faire moins de critiques du mode solo de ce jeu-là. Ce qui fait qu'on va encore une fois sur deux parler d'un jeu, puis on va souvent faire des tops ou des recommandations, toujours en vous parlant des jeux qu'on a joués. Donc, comprenez que moi, je vais beaucoup me lancer dans les jeux solo pour mes critiques même de la semaine, puis même probablement essayer de faire comme une espèce de petite critique ongoing sur les types de jeux on-solo que je connais ou qu'on va essayer pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui en fait un bon jeu solo. C'est-tu quand il est trop complexe? C'est-tu quand il est trop simple? C'est-tu efficace? C'est une perte de temps? Il a bien été travaillé? Fait que moi, je vais, pour les prochains mois, commencer à explorer ce monde-là qui, dans les derniers mois, avait pris de plus en plus de place pour moi dans l'appréciation du board game, le jeu solo. Alors donc, vu que je suis tout seul cette semaine, c'est sûr que, étant plus court aussi, je vais peut-être vous parler de d'autres choses aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu récemment, que je vais vous parler donc dans les prochaines semaines? Donc, vous l'avez vu dans les vlogs du Professeur Board Game à Gen Con, la gang m'a ramassé une copie du jeu Adulthood, donc un jeu de Brotherwise Game,
qui nous avait fait dans le temps un jeu qui avait été très populaire avec nous, qui était Boss Monster, finalement, qui était que tu faisais un donjon. Puis l'idée, c'est qu'à chaque fin de tour, tu choisissais des aventuriers qui rentraient dans ton donjon, puis tu devais les tuer sans qu'ils viennent tuer ton boss monster. Puis chaque héros que tu tuais te faisait des points de victoire. Un des éléments qu'on avait beaucoup aimé à cette époque-là, c'était l'espèce de visuel 16 bits, très Super Nintendo. Donc, vidéo game rétro, ça, nous, on avait beaucoup aimé ça. Et encore une fois, cette fois-ci, Borderwise Game ont, je trouve, tapé dans le mille parce qu'ils ont été chercher un artiste qui fait un webcomic, puis ils ont donc été chercher une esthétique, encore une fois, très particulière, un dessin qui va beaucoup fitter avec ce jeu-là, où essentiellement, pour ceux qui le connaissent, j'ai l'impression que c'est une version un peu simplifiée de Pursuit of Happiness. Donc, au lieu de prendre 3 heures, d'avoir 25 manières de faire des points, et j'ai quand même l'impression qu'Adulthood, ça va être une version 45 minutes, streamlinée, jeu de cartes, où on va justement donc devenir des adultes. On part d'un enfant, puis on devient un adulte avec une vie, puis il faut balancer ça. Fait que j'ai hâte de voir les options, sur quoi ils vont mis les accents. Il y a l'air d'avoir des ressources à gérer, fait que je vais lire ça, puis je vais essayer ça dans les prochaines semaines. Lui, ça se peut comme année, j'essaie de pousser les gars à faire un épisode là-dessus, parce qu'il joue quand même de 1 à 4. Puis je pense que c'est un jeu qui est quand même très accessible, donc intéressant. J'ai également reçu mon premier DVG, donc Dan Verson Games, qui est un monsieur aux États-Unis. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, là, donc lui, il va plus s'inscrire dans la veine des GMT. Donc des jeux qui ont pas un design graphique très élaboré, qui vont être basés beaucoup dans des traditions historiques, militaires. Lui, il est très militaire. Ça fait déjà au moins une quinzaine d'années qu'il fait ça, où essentiellement, il prend des grands conflits armés. Il avait commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, et il fait un genre de deck building game, mais pas vraiment un deck building game rendu là. Essentiellement, là, le concept est essentiellement que tu as une mission à accomplir, et une moitié du jeu, c'est de monter ton deck. Puis ce qui a fait en sorte que sa compagnie puis lui se sont démarqués un peu comme créateurs de jeux, c'est son attention aux détails. Et là, vous allez voir, là, maintenant, là, il a comme fait maintenant, il est rendu avec énormément de jeux, et ils sont tous, en théorie, compatibles les uns avec les autres. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale, puis la même Deuxième Guerre mondiale, il a fait tous les théâtres de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait genre un moderne, il a fait un Special Ops. Donc, il a même fait des jeux fantastiques de sci-fi avec son système, où, comme je vous dis, donc le concept, c'est tu choisis ton personnage, tu choisis son arme, combien de munitions qu'il amène. Il y a un côté, je trouve, très Tom Clancy, Rainbow Six, là, pour ceux qui y avaient joué dans le temps, le jeu vidéo, là, où essentiellement, avant d'aller faire ta mission, la moitié du jeu, c'est pratiquement de monter ton équipe, choisir de quelle manière tu vas essayer de réussir la mission, et tu te lances. Et là, ils viennent de commencer à livrer, moi je l'ai reçu, fait que pas mal de monde doit l'avoir reçu aussi, son dernier War Fighter, mais cette fois-ci sur le conflit du Vietnam. Donc, moi, j'avais pas de jeu sur le Vietnam, puis j'étais comme, c'est un conflit qui a été, en tout cas à mon époque, beaucoup traité par le cinéma américain, fait que c'est un conflit qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Puis il y a même une campagne qui s'appelle In the Heart of Darkness, qui essentiellement reprend un peu la prémisse du film Apocalypse Now. Donc, Louis-Philippe vous a déjà parlé un peu de Warfighter. Je vais vous faire un retour sur celui-ci, un peu voir les nouveautés du Vietnam qu'il a mis, puis vous en reparler un peu plus lorsque je l'aurai essayé. Mais pour ceux qui connaissent, là, comme je dis, donc la ressemblance avec GMT, c'est qu'on a un livret de règles très aride, très procédural, légal. Donc, ça ne sera pas une lecture qui va être le fun ou facile. C'est pas celle-là que je mets le plus donc sur le haut de ma pile à faire. Et finalement, le dernier jeu que j'ai reçu, puis ça va me permettre de faire une transition vers les jeux que j'ai joués récemment. J'ai reçu de notre bon commanditaire Lilo Jeux, le jeu Turing Machine de Scorpion Masqué, qui a donc, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, je pense peut-être 1 an qu'il est sorti environ. Donc vous le connaissez, il est quand même assez connu dans 2022. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est sorti. Scorpion Masqué de Fabien Gridel et de Johan Levette. Sur les jeux, il se détaille à 48$. Malgré son nom, c'est une version française qui est disponible.
Alors, essentiellement, du nom du jeu, donc Alan Turing, on est là pour comme un peu décoder un code. Moi, ce jeu-là, au départ, je n'avais entendu parler, des grands éloges, mais j'étais comme pas sûr. Puis, je l'ai essayé récemment, puis moi, ce que je trouve, c'est que c'est exactement le jeu qui réussit à faire le pont entre les jeux que moi j'aime et les jeux que ma copine aime. Ma copine, elle est vraiment, vraiment plus sur les jeux d'énigmes, d'enquête. Puis moi, des fois, je trouve que ces jeux-là, j'ai de la misère. C'est des choix narratifs que je suis pas toujours... Je suis un joueur de jeux de rôle. Hein. Fait que moi, déjà, tu me tracks sur une ligne, puis je suis comme, ouais, il me semble que je ferais pas ça. Tu sais, je vois les limitations, des fois, de la narrative, fait que ça vient plus me chercher. Alors que Turing Machine, c'est un jeu d'énigmes, mais vu que l'énigme est une énigme logique, donc c'est un décodage, donc c'est de la logique pure. D'ailleurs, si vous êtes un programmeur, vous êtes un informaticien, ou vous connaissez quelqu'un qui est un informaticien, je mettrais un 25 cents sur la table comme quoi que ce jeu-là peut les stimuler. C'est sûr qu'en même temps, si le gars est informaticien et il a sa job, peut-être pas, là. Mais donc, c'est des espèces de propositions logiques. Puis il faut que tu un peu en les prennes tous en considération pour essayer de déduire quelle est la solution du jeu, de l'énigme. Le jeu te vient avec une vingtaine d'énigmes dedans, mais il dit genre, limite-toi pas à ça, là, on a fait des millions, et c'est pas hyperbolique, là, c'est un algorithme. Donc, eux autres, ils en ont fait comme des centaines de milliers, c'est pas des millions, tant qu'ils disent des millions là, sur Internet, mais tu verras jamais le bout du nombre d'énigmes de ce jeu-là. Tu peux le prendre en note, le code, d'un coup que tu sois assez archiviste pour dire que je vais noter tous les puzzles que je fais pour éviter que le randomizer me redonne le même. Peut-être, ça pourrait être utile. Ce jeu-là m'a aussi beaucoup rappelé un jeu qu'on avait déjà parlé qui s'appelle Shipwreck Arcana, que Louis-Philippe m'avait montré, que je m'étais procuré à Gen Con, qui avait un peu, essentiellement, une fois le thème de on est échoué sur une île magique puis il faut se sauver du méchant magicien retiré. Il y avait des concepts un peu similaires, dans le sens que tu as des propositions logiques, il faut que tu fasses deviner une information. C'est juste que Shipwreck Arcana se veut exclusivement coopératif. Donc, à mon tour, je donne un indice en utilisant une proposition logique et les autres joueurs se concertent pour essayer de voir quelle information j'ai voulu faire deviner. Alors que dans Turing Machine, normalement, le mode de base, c'est vraiment, vraiment plus un jeu compétitif, où essentiellement, on est tous devant la même énigme et on doit offrir des propositions à la machine qui va nous dire si notre proposition est valide ou pas. Puis évidemment, à un moment donné, à force d'obtenir des validations, on est capable de deviner le code. Et en théorie, celui qui devine le plus vite le code gagne. C'est sûr qu'il y a une notion de mathématiques là-dedans, comme je dis, c'est de la logique. Mais même ma copine, moi qui déteste les mathématiques, a embarqué beaucoup dedans. Justement pour ce côté-là, déduction, qu'elle a adoré. Puis aussi le côté, comme j'ai dit, vu qu'on a un jeune enfant, on n'est pas capable là, de s'installer 2 heures sur une table. Une partie de Turing Machine, c'est 5-10 minutes. Fait que, bon, ça va être, ils disent 20, là, mais moi, je vous le dis, une fois que c'est parti, 5-10 minutes, vous avez une game de fête. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, ben, le bébé est couché, on a un peu de temps, let's go. On fait 3-4 Turing Machine, puis si tu t'interromps, c'est pas tellement grave, parce que t'es en 2 propositions, puis t'as un pad de notes extrêmement bien élaboré. Fait que pour nous, là, en ce moment, là, sur notre table, c'est pas mal ça qui tourne le plus. Turing Machine, ça tourne énormément, puis on finira jamais. Et aussi, nous, c'est comme ça qu'on préfère le jouer, ben, il y a un mode coop. On va s'entendre, le mode coop, c'est juste qu'on est plusieurs à travailler sur le même puzzle. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on grimpe la difficulté du puzzle pour s'assurer que, ben justement, il y ait un challenge là-dedans. Fait que coop, compétitif, vous aimez les déductions, vous aimez la logique, ce jeu-là est pour vous. Moi, ce jeu-là est maintenant tellement rendu bien que, malgré que j'adore le visuel de Shipwreck Arcana, c'est un très, très, très beau jeu, vu qu'il est exclusivement en anglais et qu'il ne sera jamais traduit en français, la barrière de langue fait en sorte qu'il y a certains joueurs avec qui je ne peux pas jouer, alors que Turing Machine est en français. Fait que uniquement pour cet argument-là, ben malheureusement, Shipwreck Arcana va quitter ma ludothèque.
probablement se ramasser dans un des lots du professeur Board Game au prochain Meeple Olympiade. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre jeu qu'on a continué. Je n'avais parlé rapidement là, au Board Game, là, puis au podcast, pardon, puis je reviendrai là, prochainement, là, mais le jeu Batman Everybody Lies, donc Batman Tout le monde ment. Essentiellement, donc, c'est le Detective System de Ignacy Tchekachek. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, j'en suis désolé sinon. Dans lequel, effectivement, on n'est pas Batman, on est comme un personnage. Là, c'est, pour ceux qui ont vu le BD, là, c'est plus comme Gotham Central de Detective Game, finalement. Où, essentiellement, on va prendre un des personnages secondaires de l'univers de Batman, Harry Bullock, ou Vicky Vale, journaliste, il y a un monsieur journaliste, puis tu as Catwoman. Puis essentiellement, tu fais une enquête. Dans le jeu, tu as 4 enquêtes. Tu en as une qui est comme une espèce de prélude, qui veut être une espèce d'introduction. Puis les 3 autres sont 3 enquêtes en question. Là, on est dans le jeu donc de déduction-enquête vraiment plus classique, d'une certaine manière. Vous les connaissez, là, il y en a plusieurs qui ont été. Ça a été beaucoup la mode au tournant des années 2020. Donc celui-là date de 2022 officiellement. Puis là, on est rendu à la 3e enquête sur 4, là, fait qu'il nous en reste rien qu'une à faire. Puis, entre guillemets, on va se forcer à la faire, l'enquête. Fait que déjà là, vous m'entendez, vous faites rire. Quand il faut que tu te forces à finir un jeu, jamais un bon signe. Personnellement, ma plus grosse problématique avec le jeu, puis ça n'en est pas nécessairement une, mais c'est que si t'as pas une pas pire connaissance de l'univers de Batman, ça peut être tough. Puis là, je parle pas de... genre, faut que tu aies quasiment écouté un dessin animé de Batman ou avoir lu des Batman, parce qu'il y a quand même certaines références à des personnages sinon qui vont te manquer. 1. Puis 2, normalement, ce qui avait été bien du Detective System, normalement, c'est que ça te sortait... Tu sais, ce qui le différenciait des autres jeux d'enquête, un peu, là, comme des, mettons, Chronicle of Crime, c'est que tu sortais du jeu détective. Donc, il fallait que tu ailles sur Wikipédia trouver de l'information. Puis, tu sais, fait que ça prenait comme des vrais éléments du monde, puis ça les intégrait dans le jeu. Donc, ça avait un aspect immersif. Là, le problème, c'est que je suis pas dans le vrai monde dans ce jeu-là. Là. Je suis dans le DC Universe. Fait que l'intégration dedans, ça marche moins bien. Puis, on dirait que, en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est que tu vois qu'au départ, quand ils ont parti le concept du jeu, il était ambitieux. Puis à un moment donné, quand est venue la réalisation, les limitations de budget et de temps sont arrivées. Puis comme j'ai dit, à un des derniers podcasts j'avais participé, ben, ça reste le même exemple. Des fois, dans le jeu, tu vas trouver des séquences audio, puis là, on te dit, va sur Internet, checker ça. Puis là, tu fais comme, ils vont me jouer un fichier audio? Puis non, c'est quelque chose que tu lis. Fait que là, je suis comme, ben là, si je fais juste lire tout le long, pourquoi tu m'as juste pas printé un livre? Tu sais, c'est quoi le gain d'aller sur Internet pour utiliser ça? C'était pas pour me donner du multimédia. Si tu m'envoies juste Internet pour aller lire, ben commande, imprime-moi-les, mets-moi dans un livre. Tu sais, si t'es au chalet et j'ai pas Internet, c'est comme, tu peux pas jouer à mon jeu. Fait que, personnellement, là, je vous reviendrai pour une finale, là, mais ça fait déjà 2 fois que j'en parle, puis ça semble se concrétiser, mais c'est vraiment un concept de pour fans de Batman solide. Là. Les mordus de Batman vont y trouver leur fun et de jeux d'enquête. Aussi, avec Vincent, j'ai rejoué à Star Wars Deck Building Game, vu que dans les prochains jours, semaines, ils vont nous sortir la suite Star Wars Deck Building Game Clone Wars, donc la suite du jeu de 2023. Sérieusement, un 30-45 minutes, tellement le fun, c'est tellement un bon deck building, là. Sérieusement, je ne l'ai pas dans ma collection, puis je l'aurai pas parce que je connais trop de monde qui l'ait. Mais moi, au final, plus j'y joue, puis plus essentiellement, on dirait que son plus gros défaut, je trouve, c'est qu'il se joue juste à 2. C'est ce qui fait en sorte que ça limite la manière qu'ils sortent. Moi, j'ai pas lu là-dessus, là, mais à un moment donné, je m'attendrais à ce qu'on puisse fusionner les jeux, puis qu'on puisse finalement jouer à 3 ou 4 là-dedans. Ou même qu'on fusionne 2 boîtes de base, je sais pas quoi, il y en a d'autres jeux qui ont déjà fait ça, là, mais c'est moi ce que je trouve dommage, c'est que c'est juste à 2 joueurs. Fait que des fois je suis comme on joue à Star Wars Deck Building Game, non, on est 3, tu sais. Puis l'autre aspect, c'est que si on est pour être 2,
ben moi des fois c'est comme si on est deux, c'est qu'on risque d'être. Je verrais que c'est un genre, hey, on est deux, il y a quelqu'un qui arrive dans une demi-heure, une heure, on se fait un petit Star Wars deck building game, un filler, ok. Mais c'est que des fois c'était juste deux, ben non, on va sortir un vrai plus gros jeu, là, les gros GMT, là, Twilight Struggle pour ne pas le nommer, ou Imperial Struggle, Sekigahara, en tout cas, choisissez votre poison. Mais j'adore, si vous n'avez pas de deck building game, vous aimez Star Wars deck building game, le Clone Wars s'en vient, fait qu'en plus il va y avoir des nouvelles affaires dedans, super intéressant. Mais ça, au cas où on a plus joué, c'est que j'ai terminé d'essayer la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Il ne me manquait que Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Et j'avais quand même des hautes attentes parce que les deux précédents mettaient en place des mécaniques qui n'étaient pas dans mes favorites. Moi, là, l'optimisation de la production de ressources, c'est quelque chose qui ne me vient pas naturellement. Pour diverses raisons. Alors que dans Vicomte, il y a un aspect deck building qui est beaucoup à la mode de ce temps-ci. Là, vraiment prendre des deck building games puis les exploser. La campagne de World Order s'en vient bientôt là, sur GameFound ou Kickstarter. Non, sur Kickstarter. Puis quand on lit les articles de préparation, ça va être ça. Là. Ça va être un jeu de contrôle de territoire où chaque joueur va aller essayer de mettre de l'influence dans une région pour montrer leur investissement géopolitique, puis une partie de tes capacités à mettre de l'influence sur la map, ben ça va être géré par un aspect de deck building que moi, personnellement, fait en sorte que je suis certain d'adorer tellement j'ai aimé Hégémonie. Déjà, j'en parle, puis ça me redonne envie de jouer Hégémonie. Mais je reviens à Vicomte. Alors donc, j'en parlerai pas nécessairement tant que ça, parce que c'est quand même un jeu qui est rendu à 2020. Ça fait déjà plus que 4 ans qu'il est sorti. Mais pour moi, ça a été un énorme coup de cœur, mon préféré de la trilogie, tellement que quand on a fini, j'ai comme fait je veux le réessayer à 3 pour voir un peu comment plus les mécaniques se mettraient en place, plus il y a de joueurs. Je pense qu'ils se déploieraient un peu plus. Tu vois, je regarde, puis effectivement, c'est ce que dit aussi BGG, ça serait meilleur à 3. Puis c'est un des jeux que quand je l'ai essayé, j'ai regardé Vincent, je me disais, je jouerais quasiment le game là. Donc, une durée de 60 à 90 minutes, c'est vraiment une durée parfaite parce que quand ça finit, je suis comme pas j'ai pas eu le temps de faire ce que je veux, mais ça a arrêté juste comme je commençais à faire hey wow, ok je l'ai. Puis ça c'est comme l'espèce de sweet spot. Vous allez voir parce que le jeu qu'on va parler aujourd'hui, Coffee Roaster, ça devient un peu un de ses problèmes selon moi. Fait que Vicomte du Royaume de l'Ouest, mon préféré de la trilogie. Je suis pas un gros fan de Shem Phillips. Dans ces trilogies, là, c'est rarement mon type de jeu, mais celui-là, il est venu me chercher, je l'adore. Et finalement, on a réessayé Beyond the Sun, car, encore une fois, comme j'avais dit dans le podcast précédent, j'ai fait venir de France l'expansion en français de Beyond the Sun New Dawn. Ils n'ont pas traduit le titre. Donc, ils rajoutent des factions différentes et surtout 2 éléments qui étaient le variable player, donc des espèces de capacités spéciales de chaque joueur. Puis ça, un peu le concept, c'est ça qu'on a essayé. Essentiellement, c'est que tu as 2 decks, un deck A et B. Tu vas tourner une carte A et une carte B par joueur. Le premier joueur en choisit une, le deuxième en choisit une, le troisième en choisit une, le dernier joueur en choisit une, puis après ça, le dernier joueur en choisit une deuxième, puis on remonte comme ça à l'envers, là, qui est un système qui est très connu. Finalement, le concept que quand tu es le premier à choisir, tu as le meilleur choix, mais tu vas avoir comme deuxième choix ce qui reste. Puis quand tu es au milieu, ben tu as 2 choix moyens, mais tu as 2 choix collés. Fait que si tu essaies de faire des synergies, ça peut être intéressant. Puis habituellement, il va y avoir comme le paquet A, c'est plus ma capacité à développer des technologies ou à gagner des ressources. Puis le paquet B, c'est plus les militaires, qui sont les 2 aspects un peu de Beyond the Sun. Puis le deuxième aspect qui était très très intéressant selon moi dans cette expansion-là, c'est qu'il rajoutait, je dirais pas que ça lui était reproché, mais c'est ça le monde avait plus comme parlé un petit peu, le concept de OK, mais mode solo. Puis là, ils en ont fait un mode solo pour Beyond the Sun. Alors, c'est ça que j'avais aussi beaucoup, beaucoup hâte. Ça tombe bien, à toi, le mode solo va devenir mon deuxième nom, ma spécialité. Je vais me garder ma critique du mode solo. Je vais garder ça pour un épisode avec les gars. Je vais revenir un peu plus en détail parce que je suis en train un peu de peaufiner ma formule des jeux solo. Mais ouais, ça m'a fait en sorte que j'y ai joué plusieurs fois parce que Beyond the Sun, c'est un jeu que j'adore.
lui aussi de 2020. Mais c'est un jeu qui, malheureusement, j'ai pas réussi à sortir souvent. Une partie de la raison, je crois, je l'avais pas réalisé, mais c'est Pierre-Marc qui me l'a fait réaliser dans un épisode précédent. Le design graphique est effectivement assez ordinaire. C'est effectivement, Rio Grande sont pas reconnus pour des designs graphiques avec énormément de style. Ben, je vous dirais que moi, je trouve que... Parce que Pierre-Marc parlait que le jeu avait pas de style. Moi, j'irais même une étape plus loin que ça, là. Moi, je pense pas que le jeu, il n'y a pas de... Il disait qu'il n'y avait pas de thème, un peu, d'une certaine manière. Il y en a un thème, là, mais il était comme bland, générique. Puis là, je me suis mis à le lire, puis c'est comme, non, il y a une histoire à chaque faction, puis il y a un univers qui est créé, mais visuellement, on nous le passe tellement mal, ce thème-là, que finalement, t'as l'impression que c'est générique. Fait que, je pense qu'il y a un mix que, si t'as développé une histoire pour ton jeu, puis que c'est pas juste comme genre, nous sommes le consortium telle affaire, ou les biomécaniques de telle chose, ben ça manque de dessin, ça manque de design graphique. C'est très épuré, c'est très direct, c'est très comme visuellement efficace, mais en même temps, ça devient comme générique. C'est la marque sans nom. La marque sans nom, l'épicerie, là, ça fait un job. Quand tu achètes une bouteille de ketchup sans nom, tu sais que c'est du ketchup, mais c'est ça, c'est ordinaire. C'est comme une étiquette jaune, rouge. Fait que je reviendrai là, sur le mode solo, là, mais ça m'a fait que j'ai pu y jouer suffisamment pour, je pense, donner une critique plus approfondie de Beyond the Sun. Donc, je vous reviens là-dessus, mais, spoiler alert, ça reste un de mes jeux préférés. Et c'est ce qui complète mon tour de table des dernières semaines. Maintenant, passons donc à notre plat principal, le jeu de la semaine, Coffee Roaster. Alors donc, avant de vous en parler un petit peu plus dans le détail, laissez-moi tout d'abord quand même vous parler de pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Parce que je pense que quand on parle d'un jeu solo, faut qu'il y ait quelque chose qui te donne envie d'y jouer. Soit le créateur, soit les mécaniques, soit le thème. Mais pour que tu prennes le temps de sortir un jeu, l'installer sur la table, y jouer tout seul, faut qu'il y ait quelque chose qui le démarque du reste. Parce que, tu sais, dans le divertissement, entre guillemets, solitaire, les options sont grandes. Tu sais, tu peux aller regarder la TV, tu peux aller jouer à des jeux vidéo, tu peux aller lire, tu peux aller prendre une marche. Les divertissements solitaires sont très grands, ou ce que tu peux faire tout seul, pardon, sont très grands. Fait que j'ai un petit peu pour moi, mon concept, c'est de dire, OK, mais il faut que ce divertissement-là, donc, se démarque des autres. Parce que ces autres options-là sont beaucoup plus simples. Ouvrir la TV, partir une console, c'est instantané. Pourquoi je me donne le trouble de lire les règles? Y jouer, puis on s'entend comme n'importe quel jeu, les premières fois, peut-être que l'application des règles ne marchera pas tellement bien. Fait que c'est sûr que moi, quand je vais vous parler d'un jeu solo, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Et pour moi, le jeu Coffee Roaster, vous en doutez, va parler donc de torréfaction de café. Et pour ceux qui me connaissent, ou peut-être que j'ai déjà dit sur le Discord, là, je me rappelle plus, mais en plus de la passion des jeux de société, j'ai une très très grande passion pour le café. Dans mes rêves, genre, comme si je pouvais, là, si j'avais une sideline, une job de temps partiel pour arrondir mes fins de mois, ça serait d'être barista, juste pour avoir le plaisir de travailler avec des instruments de café professionnels et de pointe. Moi, je suis le genre de gars qui pèse son café, qui comprend les origines de café. J'ai 8 machines à café à la maison. Puis en plus, j'ai l'immense bonheur d'avoir un de mes amis personnels qui est lui-même torréfacteur de café. Je parle, il s'appelle Guillaume Isabelle. Il est torréfacteur et propriétaire aussi de l'entreprise Géogène à Sherbrooke. Donc, ils sont rendus, je pense, à 4 cafés dans la région de Sherbrooke. Et donc, il fait lui-même, c'est un torréfacteur lui-même. Et j'ai déjà eu la chance d'aller, entre guillemets, le regarder travailler plus d'une fois, voir comment il fait ça, torréfier du café. Donc, de la poche de graines vertes,
mis dans sa grosse machine, dans son gros drum roll, puis comment avec son ordinateur, il checkait les températures, quand est-ce qu'il sortait, quand est-ce qu'il enlevait, contrôlait l'humidité. Fait que tu sais, pour moi, le concept d'un jeu qui te demande de faire de la torréfaction de café, j'étais comme, hey, j'ai déjà un vrai intérêt pour ça dans la vie. Là, petite note personnelle, j'ai un intérêt pour ça dans la vie, mais pas assez pour aller moi-même m'acheter de l'équipement. On peut voir ça sur Kickstarter, là, des petites machines pour faire de la torréfaction. Là. Non, je vais laisser les professionnels faire ça, mais j'ai un intérêt dans le concept que j'ai déjà été un scientifique moi-même. Alors donc, je trouve qu'il y a un aspect très laboratoire. Tu prends une substance, tu lui fais imposer un traitement physique, puis tu regardes sa transformation avec un objectif, puis tu prends des mesures, tu doses, tu fais de l'expérimentation d'une certaine manière. Puis faire du café, ben c'est ça, d'une certaine manière. C'est un peu comme un sorcier qui fait une potion dans un jeu vidéo, dans le monde d'Harry Potter, c'est que tu essaies de doser, de mesurer les choses, d'attendre un certain temps, voir qu'est-ce que ça va donner, voir qu'est-ce que ça va goûter. Tu vas chercher différentes origines, tu essaies différents endroits. Puis en plus, ben, c'est toujours des petits commerces. Donc, il y a toujours, je trouve, un petit côté très le fun, parce que ce monde-là, c'est comme les microbrasseries. Ben, tu sais, le gars qui fait la bière, il peut te parler au comptoir, puis il va te dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça goûte, c'était quoi son intention. Fait que je trouve que c'est plus qu'une boisson, ça devient une expérience à ce moment-là. Fait que pour moi, déjà, moi, j'ai choisi comme première chronique solo Coffee Roaster parce que j'ai la passion de ça. Fait que moi, j'arrivais dans le jeu avec quand même une bonne... pas des appréhensions, mais tu sais comment je connais la torréfaction du café. Fait que, tu sais, il va-tu me faire n'importe quoi? Est-ce que les mécaniques du jeu suivent le thème? Mais sans plus attendre, allons-y donc avec la présentation du jeu. Alors, Coffee Roaster, qui a été publié pour la première fois en 2015, mais moi, l'édition que j'ai a été rééditée en 2020. Alors, donc, il est encore disponible, environ 45-50$ que vous pouvez le trouver un peu partout. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de version française. Il y a dû en avoir, mais je ne sais pas si elle a été rééditée récemment. Alors, Coffee Roaster, qui est un jeu du designer Saashi, donc un éditeur japonais. C'est pour ça que quand vous regardez l'autre nom du jeu, ben, ce sont des caractères japonais. Saashi, de la compagnie Saashi et Saashi. Donc, c'est comme un monsieur puis sa femme qui développent des jeux de société depuis maintenant plusieurs années. Il y en a une quinzaine d'enregistrés sur BGG. Il a majoritairement fait des jeux basés sur des modes de transport, comme Sail Away, Newsboy, Bus and Stop, Remember Our Trip, In Front of the Elevator. Et normalement, quand vous regardez la version japonaise du jeu, il y a effectivement toujours un design visuel qui est fait par la conjointe du designer mécanique, là, qui se remarque, là, qui est très comme... qui se démarque des autres. Je suis pas assez bon en design graphique ou en bande dessinée là, pour vraiment vous dire de quel style visuel ça se rapproche, là, mais vous avez déjà vu ce style-là là, dans des webcomics sur Facebook ou autre, là, si vous suivez ça un peu. Là. Mais donc, c'est un style visuel qui les démarque. Donc, dans ce jeu-là, c'est un jeu qui est exclusivement solo. Il n'y a pas d'autre manière d'y jouer. Puis vient là peut-être déjà une première notion, là, un jeu solo de 50$ qui dure 10 à 30 minutes. C'est un créneau qui est très, très particulier, Coffee Roaster. Alors, comment le jeu se joue? Alors, donc, tout d'abord, dans le jeu, on va se choisir un café à torréfier. Donc, on va choisir une origine de notre café. Puis c'est bien parce que au derrière de la carte mécanique, tu as justement une description. Là, les cafés de ce pays-là grandissent à telle hauteur. Fait que, déjà là, moi, j'étais comme genre, OK, le gars, il connaît son café. Au Japon, il y a une culture du café très, très développée. Là. Les Japonais ont une manière de faire le café que c'est pas mal les pionniers / leur spécialité, là, le café siphon, le café à dépression. On en trouve maintenant un peu partout, mais c'est au Japon que ça a commencé de faire du café de cette manière-là. Mais pour les mécaniques du jeu, ce qui est intéressant, c'est que du côté mécanique,
on a donc les règles pour ce puzzle-là. Donc, essentiellement, le café va devenir une espèce de... Ça va être le jeu. Donc, c'est un jeu de bag building. Donc, on va construire un sac dans lequel on va y mettre des jetons. Et à chaque tour de jeu, on va piger un certain nombre de jetons. Ces jetons-là vont nous donner des options. On va les manipuler, on va les transformer, on va les remplacer, on va en enlever, on va en ajouter des jetons. Et à la fin du round, on fait maturer le café qui est encore sur la table. Donc, on l'augmente d'un niveau 0 à 1, de 1 à 2. Puis, à 2 moments, il y a comme un boost de chaleur pour les torréfier plus vite. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va les monter de 2 niveaux. Donc, essentiellement, c'est de monter les grains de café de niveau pour les torréfier, pour les rendre plus foncés, torréfaction plus foncée. Et il va y avoir aussi dans le bag des jetons de couleur qui vont être les arômes du café. Donc, son corps, son acidité. Et la troisième caractéristique, c'est ses arômes. Arôme, acidité et son corps. Et ça va être donc des options, ces arômes-là, que tu vas pouvoir utiliser pour justement manipuler les jetons. Tu continues à faire ça tour après tour. Donc, t'en piges, t'es transformes, t'es remets. Tes upgrades, puis t'es remets dans le sac. Tour suivant, t'en piges, t'es transformes, t'es upgrades, t'es remets dans le sac. Et à un moment donné, c'est à toi de choisir. Tu décides de faire « Hey, sais-tu quoi? J'arrête ma torréfaction là. Je pense que mon bag est assez bon. Je vais passer à mon cupping. » Donc, je vais tester, je vais goûter le café que j'ai créé. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller piger 10 jetons dans le sac. Et, dépendant de quel jeton tu as pigé, ça va faire en sorte que ça va te donner des points de victoire en fonction de ça. Donc, les points de victoire vont être basés en partie sur le niveau de torréfaction. Donc, tu vas mettre des grains de café de 0 à 4 dans ta tasse, puis tu vas avoir un shift target à atteindre. Fait que comme un café niveau 1, souvent comme le premier que j'avais fait, moi, un brésilien, c'était 14. Fait qu'il fallait que dans ma tasse, il y ait 14 points de torréfaction. Fait que tu fais genre, faut que je monte à 14, j'ai 10 espaces dans ma tasse. Ouais, il faut pas qu'il y ait beaucoup de grains niveau 4 là-dedans. Fait que tu fais comme, OK, je ferai pas une longue torréfaction de mon café. Fait que tu 3-4 rounds, j'arrête là. Ensuite, dans ta tasse, si tu as mis des jetons de couleur, donc des jetons de saveur, chaque café va avoir une série de jetons de couleur à mettre dedans. Comme exemple, tu as des jetons bleus, verts et rouges. Le café brésilien que j'avais, moi, c'était faut que dans ta tasse, tu aies 2 bleus puis un vert. Si tu réussis ça, plus tu en as mis sur cette combine-là, plus tu vas faire de points. Troisième source de points de victoire, c'est de mettre le même niveau de grains de café dans ta tasse. Donc, d'avoir une torréfaction égale. Fait que si tous les chiffres que tu mets dans ta tasse sont du même niveau, ça te donne des points bonus. Ce qui, effectivement, est très logique avec une torréfaction. Tu veux que tes grains soient torréfiés égales pour que le goût soit égal. Et finalement, tu as des jetons négatifs, comme dans tout jeu de bag building. Donc, tu as des grains qui sont défectueux, des grains qui n'ont pas torréfié, des grains de fumée parce qu'ils ont brûlé à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, pour chacun de ces jetons-là que tu as été obligé de mettre dans ta tasse, tu vas perdre des points de victoire. Et évidemment, ça ne serait pas un jeu avec une stratégie s'il n'y avait pas une manière de mitiger ce hasard-là. Alors donc, essentiellement, pendant que tu fais la torréfaction du café, donc dans l'étape 1, avant de faire le cupping, tu peux, comme je disais, utiliser des jetons de saveur pour avoir des effets immédiats qui vont donc te faire jouer avec ton sac. Rajouter des jetons, en enlever. Mais tu vas pouvoir aussi utiliser des jetons pour avoir des effets sur la phase finale du jeu, sur le cupping, donc te donner des nouvelles habilités qui vont eux aussi permettre de mitiger le hasard rendu à cette phase-là. Du genre, pige-en 2, garde-en 1, ou une fois que ta tasse est faite, enlève-en 2 n'importe où, repige-en 3 puis mets-les dans les 2 trous que tu as fait dans ta tasse, avoir plus d'espace disponible, parce que tu peux habituellement prendre 3, quand tu piges, tu peux faire, je le mets dans ma tasse ou je le mets de côté, puis tu as comme 3 espaces. Fait que tu vas en piger 13 pour en garder 10, mais si tu veux, tu peux augmenter ça, non pas de 13 pour tomber à 10, tu peux monter ça à 15 pour descendre à 10.
Fait que tu peux avoir comme un buffer de 2 de plus. Fait que c'est toutes des manières, justement, donc, de mitiger le hasard à ce moment-là pour t'aider à mieux performer au niveau des points de victoire. Puis je vous dirais que c'est pas mal ça, les règles du jeu. Donc, on prend des jetons, la carte de café est un puzzle, ça va nous dire quoi mettre dans notre sac, on le met dans notre sac, on le brasse, on pige un nombre de jetons en fonction du tour qu'on est, on manipule les jetons, on les upgrade, met dans le sac, puis à un moment donné, quand tu penses que ça a de l'allure, t'arrêtes, tu mets des jetons dans ta tasse à côté, puis tu l'as. Dernière affaire que j'ai pas parlé, parce que moi, c'est utile, mais je trouve que le jeu t'aide pas bien à le comprendre. Sur le plateau de torréfaction, justement, qui va te dire combien de jetons piger ce tour-ci, il y a un tableau pour te dire un peu de combien tu as upgradé ton sac au total depuis le début du jeu. Puis le problème, c'est que c'est comment? À chaque fois que tu augmentes un grain d'un niveau, augmente de 1 sur le board. Fait que tu sais, c'est comme si finalement, tu peux savoir c'est quoi le total de tous les jetons qui sont dans ton sac. Puis là, vu que tu sais le nombre de jetons qu'il y a dans ton sac, ça va t'aider à faire une proportion pour piger. Mais ça, c'est comme tout moi qui ai compris ça par moi-même. Fait que j'ai trouvé que cet aspect-là, il aurait pu plus nous aider un petit peu. Composante esthétique, c'est quand même un jeu qui est, on le dit, là, 50$, c'est pas si cher que ça pour un jeu. Bel insert dans lequel tu divises bien les jetons, ce qui sont facilement accessibles. Le plateau de jeu, il est beau. Il est solide. Les cartes de puzzle aussi. Les jetons en forme un peu d'ovale sont très beaux, sont très solides. Par contre, je donnerais pas un 10 sur 10 pour le matériel. Parce que, tu sais, comme exemple, l'insert, où on met les jetons, il n'y a pas de couvert. Fait que si tu mets ta boîte debout, tout va tomber. Fait que c'est un jeu qu'il faut que tu mettes couché absolument. Quand tu le transportes, quand tu le mets dans ta Kallax. Fait que tu sais, déjà là, j'étais ok, mais y est-tu largeur Kallax? Non. Fait que je trouvais que c'est comme, tu sais, mettre un petit couvert de plastique qui ferme bien pour m'assurer que les jetons se mêlent pas, ça aurait été un petit quelque chose. Le sac, c'est un jeu de backbuilding, donc le sac est extrêmement intéressant. Puis là, c'est peut-être moi qui ai des grosses mains, là, mais moi j'ai tendance à vous dire que j'ai des mains de taille ordinaire. Ma main fit juste dans le sac. Fait que là, tu vas dire, mais c'est parfait. Ben oui puis non, parce que quand je rentre ma main pour aller piger un jeton, vu que ma main a pas beaucoup de mouvement dans le sac, je me sentais des fois un peu contraint par la main. Donc, j'aurais pris un sac de quelques centimètres de plus grand pour justement être capable de bouger ma main dans le sac, pour pas me sentir contraint. Vraiment, là, genre, tu sais, je peux comme brasser ça. Là. Un peu justement, quand tu fais de la torréfaction de café, là, la dernière étape, c'est de sortir le grain puis de le faire tourner pour qu'il sèche puis qu'il refroidisse en tournant. J'aurais pris de quoi qui était un peu plus gros, peut-être même plus thématique avec ça. Mais ça, là, je suis en train de, entre guillemets, chialer, là, puis je vous le dis, là, ça perd pas vraiment de points. Là. Le matériel est quand même de bonne qualité. Là. Les jetons sont beaux, les jetons sont solides, donc ils ne se maganeront pas malgré que tu les brasses pas mal. Donc, quand même un bon matériel. Par contre, là, on va tomber dans les mécaniques du jeu. Puis là, vous me les avez entendu expliquer il y a quelques instants. Moi, tout de suite, rapidement, j'ai joué 4 fois au jeu. Il y a, à mon avis, 2 gros problèmes avec le jeu. Le premier problème, c'est qu'une partie de Coffee Roaster, c'est de torréfier 3 cafés. Donc, t'as des cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Fait que quand tu finis un niveau, dépendant de ton score, ça va te dire, pour ton café niveau 2, va prendre un facile, moyen, difficile. Puis, à la fin des 3 cafés, tu additionnes tes 3 scores, puis tu regardes une chart, puis et voilà, t'es bon, t'es pas bon. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est comme pour un jeu qui est purement solo, là, pensé solo. Personnellement, je trouve que c'est comme la finale la plus cheap pour un jeu solo. Dans le sens que c'est pas comme une victoire, c'est vraiment juste genre, fais plus de points que ça. Alors que je suis comme,
Puis là, je suis pas en train de dire que j'ai une meilleure solution. C'est juste que dans le monde du jeu solo, puis au fil de mes réflexions, je vais l'établir, là, mais tu sais, t'as souvent des manières de simuler un adversaire. Là, t'as quelqu'un à battre, ou t'as des objectifs à aller chercher, puis t'as comme une victoire ou t'as une défaite. Là, c'est juste comme, ben, t'as pas pire gagné. Fait que bravo, champion. Fait que ça, j'ai comme... Mais c'est juste un jeu solo, puis tu me fais une finale comme ça? Je sais pas, j'aurais trouvé... ça m'a un petit peu déçu comme finale. Genre, ça fait 3 fois que je joue à ton jeu d'affilée. Comme c'est 10-15 minutes par game, fait que ça se fait très bien. Puis là, arrive à la finale, c'est comme, bravo, t'as eu 40. Tu es un Medium Roaster Café King. T'es comme, OK, cool. Mais je pense que son vrai plus gros problème, puis vous l'aurez peut-être remarqué quand j'en parlais là, en m'écoutant, c'est que c'est un jeu qui utilise du hasard que tu vas mettre sur du hasard. Puis ça, c'est jamais bon, je pense, dans un jeu de société, de mettre du hasard sur du hasard. C'est que tu as le premier niveau de hasard qui est, pendant que je torréfie, je dois modifier mon sac. Mais donc, c'est un premier niveau de hasard. Tu sais, au début, tu veux pogner des grains pour les torréfier le plus vite possible, pour arrêter ton jeu le plus vite possible, pour qu'il y ait le moins de fumée dans ton sac possible. Fait que t'as un intérêt à pas étirer la game. Good. Mais si tu piges ta main et que t'as juste des saveurs dedans, tes saveurs qui te servent à jouer avec tes niveaux de torréfaction, souvent, ben, t'as pigé une main qui à moitié servent à rien. Alors que tu piges une main qui a juste des grains de café, ils vont tout augmenter. Parfait, je vais avoir du jeu à piger lors d'une prochaine torréfaction. Mais un prochain tour de torréfaction. Fait que déjà là, il y a comme un premier niveau de hasard. Mais c'est correct, il faut du hasard dans un jeu. Mais t'as un premier niveau de hasard. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, quand t'as fini ça, t'es comme, ben, après ça, on va remettre un autre niveau de hasard qui est repige des jetons dans ton sac. Puis là, c'est comme, OK, mais là, c'est du hasard sur du hasard. Puis là, c'est là que j'ai débarqué un peu. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, c'est une modification maison que j'ai faite rapidement parce que j'étais comme, j'aime pas ça. La majorité des effets qui te permettent de jouer avec ton sac, souvent, c'est prends 2 jetons que t'aimes pas, remets-les dans ton sac, puis pige. Mais je suis comme, ouais, mais si je les aime pas, c'est que j'y reveux pas. Fait que pourquoi tu m'y refais remettre dans le sac avant? Ah, pour qu'il y ait une chance de revenir. Ouais, mais ton effet devient pas intéressant à ce moment-là. Si j'ai une chance de repiger, je comprends que c'est une chance sur 10, une chance sur... entre 1 sur 10, 1 sur 15, c'est une variance, là, parce que les sacs vont varier en général de comme autour de 25 à 40 jetons. Fait que si j'en remets 2, une chance sur 20 même. Mais c'est quand même une chance sur 20. Puis quand t'as déjà joué à Donjon Dragon, à Baldur's Gate 3, une chance sur 20, des fois tu l'essayes. Tu sais? Fait que ça, moi, dessus, j'ai fait comme non. Moi, dans tes règles, ça va être l'inverse. J'en repige 2, puis j'en mets 2 de côté, j'en repige 2, puis ces 2-là, je les remets dans le sac après. J'aimais pas ça. Puis c'est ça que j'ai joué juste 4 fois. Puis j'ai trouvé que ça m'est arrivé souvent d'avoir des mains désagréables à piger. Là, vous voyez, j'utilise pas le mot des mauvaises mains. Des mains désagréables. J'étais rarement satisfait des mains que je pigeais. Ça, c'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être pas le jeu qui a un problème. Mais ça reste que je voyais ce que je pigeais, je savais ce qu'il y avait dans mon sac, je voyais les proportions, j'étais comme, j'étais en bas du 50e pourcentile de chance, là. C'est comme, j'ai pas eu, selon mon appréciation, un bon pigeage. Puis, vu que tu joues pas, tu fais pas 20 tours de torréfaction, là. T'en fais en général comme 1, 2, 3, 4. T'en fais entre 4 à 7, puis sérieusement, là, 5 et plus, là, c'est beaucoup, là. Tu rajoutes beaucoup de fumée, tu rajoutes beaucoup de jetons négatifs qui seront pas faciles à retirer. Fait que, tu fais juste 3-4 piges pour améliorer ton sac. Tu fais pas une grosse amélioration du sac, là. Tu piges une dizaine de jetons par tour, tu vas en retirer certains, tu vas en dépenser certains, tu vas en améliorer d'autres, mais t'améliores pas 10 jetons par tour. Fait que, tu pars à 25 jetons, t'en retires 1 ou 2, t'en utilises 1, t'en remets comme 4-5 dans le sac, ben, donc t'es rendu comme à, finalement comme, sur 22 jetons maintenant, j'en ai 3-4 d'améliorés. 3-4 jetons d'améliorés, c'est pas tant que ça quand même, tu sais. Fait que ça pendant 3-4 tours, ça améliore ton sac, oui, mais c'est là le vrai problème, parce que juste d'améliorer son sac de même, ça pourrait être correct, mais c'est quand t'arrives après ça, à la phase finale, le cupping, où il faut que tu repiges encore des jetons, puis c'est encore de la mitigation
anglicisme, pardon, de la chance, ben là, c'est là que moi, j'ai un petit peu débarqué. Parce que moi, de la chance sur de la chance, ça me... Puis c'est juste que là, pour moi, il n'y a comme plus nécessairement de stratégie. Fait que, rendu là, pourquoi je me fais chier à monter un sac? Pourquoi je ne fais pas rouler des dés, finalement? Fait qu'on dirait que le jeu, son format backbuilding avait un début intéressant, mais vu que tu me permets pas, à mon goût, de monter le sac assez, j'aurais pris plus de temps. J'aurais mis plus de rentes, plus de capacité, plus d'options pour pouvoir le monter, pour pouvoir jouer avec mon sac. On dirait qu'une partie de moi s'est dit, sais-tu, je pense que ce thème-là aurait été mieux desservi par un roll and write. Roule des dés, place-les quelque part, 4-5 rounds, ça dure 15-20 minutes, puis bingo, tu fais ton café. Fait que j'ai trouvé que le backbuilding, malgré que les règles suivent beaucoup le thème. Sérieusement, là, ça va être quelque chose que je vais y donner, là. Le gars, il fait pas juste boire du café. C'est clair que Sahashi, c'est un geek de café. Là. Il connaît le café, il aime le café. Et donc, le thème est très proche. C'est un bon jeu de café. Vraiment, là. Donc, moi, sur cet aspect-là, je l'ai aimé. Mais j'ai trouvé que la mécanique, malgré qu'elle fitait bien avec le thème, n'a pas servi mon plaisir. Fait que, c'est déjà quelque chose d'avoir une mécanique au service du thème, mais il faut que le jeu reste le fun. Puis on dirait que c'est comme, plutôt que de faire des tours de torréfaction de 8, 9, 10, on aurait peut-être pris les 4, 5, puis y aller de manière plus lentement pour être capable de plus faire d'implémentation. Puis peut-être que ça dure un petit peu plus longtemps, au lieu de 10-15 minutes, de durer 15-20 minutes, puis de pouvoir un petit peu plus micro-travailler mon sac. Là, je trouvais que ça arrivait, puis c'est comme, vu que j'ai rien que 3-4 piges, puis celle-là n'a pas été chanceuse, ça arrête là. Fait que ça m'a beaucoup agacé. Mais le thème est très présent, le thème est très bien fait, ce qui a fait que j'ai quand même aimé mes parties. Mais, je pense pas qu'il y a énormément de geeks de café dans la vie, là, déjà peser son café avant de le moudre à chaque fois. Moi, je fais du single dosing. Je sais que c'est pas la normale, je sais que c'est pas la moyenne. Fait que, tu sais, si je m'extrais je trippe sur le thème café, ça me semble être un jeu correct à ordinaire, malheureusement. Rejouabilité, quand même, le jeu a quand même 22 puzzles. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis aussi, comme je dis, c'est que tu passes de 1, puis tu sais, il n'y a pas genre dans les puzzles niveau 1, tu sais, t'as comme 4 beginners, 2 experts. Après ça, quand tu passes dans les puzzles niveau 2, t'as 4 beginners, 3 moyens, 3 experts. Fait que tu peux déjà dire, hey, je vais me partir le jeu à expert, puis je vais évoluer là-dedans. Tu n'es pas obligé de respecter leurs règles. Au niveau suivant, tu prends un expert, ça te tente de prendre un niveau expert. Fait que je pense qu'il y a quand même une bonne rejouabilité, genre 50$, 22 puzzles, qu'il faut que tu lis les uns après les autres. C'est quand même bien. Le format de faire 3 games pour avoir ton résultat final, j'ai aimé ça. Le fait qu'il se joue vite, j'ai aimé ça. Mais il y a vite puis vite. Là. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps, à mon goût. Dernier point faible du jeu, j'ai trouvé. Donc, le livret de règlement. Je sais pas si c'est parce que c'est une version anglaise. J'ai pas vu la version japonaise du jeu. Mais j'ai trouvé que le livret de règles était tout au mieux correct. Et genre, comme je vous dis, j'ai joué 4 fois et je m'y réfère encore. Donc, je trouve que le jeu aurait eu besoin de peut-être un petit peu meilleur design graphique. Pour m'aider, par exemple, à mieux comprendre ce que les jetons de saveur faisaient. C'est comme, oui, c'est vrai, quand j'utilise un jeton de corps, je peux diviser le grain de café. Oui, c'est ça. OK, le jeton d'acidité, ça maintient. Je sors d'un tour. Là. Il y avait une couple de moments que j'étais comme... Ça veut dire quoi déjà ce symbole-là? Fait que je retournais. Fait que je trouvais que le design graphique aurait pu être un petit peu mieux aussi. Puis les règles, je les lisais, puis il y avait des règles, j'étais comme... Bon, il y a une note. Normalement, une note, c'est pour m'aider à comprendre une règle qu'on vient de m'exposer. Non, ça me disait une nouvelle règle.
Fait que j'étais comme, bon, ben là, donc je comprends que pour aller de là à là, il faut que je passe par là, donc. Fait qu'il y a des bouts que j'étais comme... J'avais l'impression d'être en train d'inférer certains règlements, ce qui est comme jamais très très bon selon moi, là. Mais il faisait la job, dans le sens que je l'ai compris. Mais sérieusement, genre, mettons que quelqu'un me dit « Ah ouais, je pense à faire un Kickstarter, as-tu des bons livres de règlements à me montrer pour comment l'expliquer? » C'est clairement pas celui-là que je sortirais. Il faisait la job, j'ai compris comment jouer, mais il y aurait place, selon moi, grandement à amélioration. Maintenant, donc, récapitulons avant de terminer. Alors, Coffee Roaster, alors positif selon moi, le matériel d'une belle qualité. L'adéquation des règles et du thème est très bien faite, elle a été bien recherchée. La torréfaction, ça ressemble un petit peu à ça pour de vrai. Donc, le thème du café est bien utilisé. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Par contre, dans les faiblesses du jeu, je vous dirais, comme j'avais dit, l'utilisation du sac avec la structure du tour qu'il a développé, je trouvais que c'était sous-optimal. Je trouvais que j'avais pas assez de contrôle ou assez d'influence sur mon sac avant de terminer une partie. Et au final, quand tu arrivais à la fin de ta partie, la finale, moi, d'un jeu solo qui est compare-toi à une chart, je trouve ça décevant. Je sais que il n'y a pas des fois 25 options pour finir un jeu solo, mais celle-là, je la trouve toujours un petit peu décevante, surtout quand il y a autant de hasard que ça dans ton jeu. Si tu as une chart, mais tu me donnes beaucoup de contrôle, ma performance va donc être basée beaucoup sur mes décisions. Ok, là, j'embarque un peu plus. Mais si c'est du hasard sur du hasard, puis à la fin, je me compare à un ranking que tu as inventé, je sais pas, ça vient me chercher, j'aime moins ça à ce moment-là. Alors donc, ce matin, un board game presque parfait, l'épisode 122, je donne à Coffee Roaster la note de 5.5 sur 10. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus exécrable. Je vous dirais que selon moi, Coffee Roaster est pour 1. Les maniaques de backbuilding et de café, donc ça limite un petit peu le sujet. Mais ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas mauvais. C'est juste que je pense que ça aurait été mieux. Il faut dire aussi que c'est un jeu qui a maintenant quelques années. Là. C'est un jeu qui a maintenant 2015. C'est un jeu qui a quasiment 10 ans. C'est un petit peu normal que 10 ans plus tard, on ait fait évoluer ces mécaniques-là. Et c'est sur cette note donc que nous allons terminer l'épisode 122 d'un board game presque parfait. Donc, on vous rappelle que si vous voulez continuer à enregistrer notre équipe, le Patreon du Professeur Board Game est votre solution. Ça vous donne accès à notre Discord, qui est le lieu avec lequel on interagit le plus avec nos fans. C'est là que des événements ludiques s'organisent, puis qu'il y a un beau partage d'informations. On a un forum de joueurs aussi là-dedans. J'en ai créé un, moi, pour les joueurs du Val-Saint-François puis de l'Estrie. On va commencer une petite gang de Root. On va remercier également notre commanditaire L'Île aux Jeux, où ils se spécialisent dans les jeux en français. Recommande, ils ont d'excellents prix et ils livrent très rapidement. Alors donc, et au prochain épisode, donc, on va faire un top de jeux. Et si tout reste comme prévu, ça devrait être un top des jeux que nous trouvons polarisants. Un top polarisant. C'est une belle idée de David. Alors, sur ce, je vous remercie. Et, comme dit David, on continue de gamer jusqu'au prochain épisode. Puis Vincent nous finirait ça avec un piou 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 piou.